Papier Bulle. La chronique littéraire par Pauline Vetter. Mon invité du jour est Léo Henry. C'est un écrivain originaire de Strasbourg qui a déjà publié de nombreux romans, notamment aux éditions La Volte, mais aussi chez Gallimard ou encore chez Payot et Rivage. Il s'inscrit dans le domaine de la littérature de l'imaginaire, mais s'attaque en réalité à toute forme d'écriture, comme vous le verrez dans notre entretien. Il nous donnera également un aperçu de son parcours, à la fois mouvementé et atypique, riche de nombreuses collaborations, un cheminement à l'image de sa production littéraire, vivante, foisonnante et hétéroclite. Bonjour Léo Henry. Et bonjour. J'ai une petite question d'introduction que je demande à tous mes invités. Est-ce que vous avez un plus vieux souvenir d'écriture ? J'ai un plus vieux souvenir d'inventer des histoires avant l'écriture. Et j'ai même un plus vieux souvenir, mais que j'ai beaucoup répété, donc je pense qu'il est partiellement mythifié, du moment où je me suis dit que c'était ça que je voulais faire dans ma vie. J'avais peut-être 8 ans et j'étais assis sur la balançoire dans la maison de vacances dans la Drôme et on lisait en famille à voix haute le Bilbo le Hobbit. Je réfléchissais à ce qui se passait dans ce livre et en fait je me disais qu'il n'y avait que ça qui m'importait. Ces ambiances qui se dégageaient de ce récit, que je rapportais à des ambiances que je sentais autour de moi et ni l'une ni l'autre des réalités ne me paraissaient suffisantes et saisissables par les mots. Et je me suis dit que c'était cet endroit-là où je voulais être. Ça vous a donné envie d'écrire ? Ça m'a donné envie de partager des histoires. Je pense que vers le même âge, j'écrivais déjà en fait. Et j'écrivais des récits d'aventures, souvent inachevés. J'ai écrit des livres dont vous êtes le héros, parce que c'était ça que je lisais beaucoup à cet âge-là. J'ai écrit des nouvelles fantastiques à peu près complètes vers 10 ans, je pense. Ça, j'ai des souvenirs d'avoir eu des relectures d'une de mes tantes. À cette époque-là, je m'étais aussi lancé dans le fanzina. Donc, je fabriquais des fanzines que je distribuais dans la cour de récréation. Mais du coup, il y a ce truc-là aussi, c'est que dès le début, en fait, l'idée d'écrire, c'était l'idée de partager. C'était pas tellement... J'ai jamais eu tellement cette vocation d'écrire pour moi tout seul. J'ai pas tenu de journal intime jusqu'à très tard dans ma vie. Enfin, j'ai pas eu tellement cette pratique d'écrire sans public. C'était vraiment d'écrire pour partager des trucs avec les gens, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait comme études et comme boulot dans votre vie ? Alors, ça va drôlement vous surprendre, mais j'ai fait des études de lettres. Parce que toujours la même obsession et puis parce que je voulais comprendre. En fait, j'ai fait des études de lettres en me disant que je voulais pas être prof. C'était vraiment un champ qui m'intéressait, y compris dans son aspect théorique, parce que j'essayais en fait de comprendre ce que c'était que ces objets qui me fascinaient. Et pendant que j'étais étudiant en lettres pour survivre, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à bosser vraiment jeune en fait. Et j'ai bossé dans des petits boulots alimentaires pendant des années en fait. J'ai arrêté un peu avant 30 ans. Mais pendant tout ce temps-là, en fait, soit j'étais étudiant, soit j'étais écrivain. Enfin, j'ai d'abord été écrivain et étudiant, et puis ensuite j'étais écrivain et je faisais d'autres tafs pour survivre. Et puis à un moment, j'ai arrêté de faire des boulots alimentaires parce que ça suffisait à peu près à ce que je gagnais avec l'écriture, quoi. Maintenant, vous arrivez à vivre de l'écriture ? Et du coup, je survis de mon écriture. C'est la petite expression consacrée depuis un petit moment maintenant, depuis plus de 10 ans. C'est rigolo, ça fait partie des questions toujours quand je vais dans des interventions en milieu scolaire. Les gamins, ils veulent vraiment savoir ça. Et en fait, ce que je leur dis, je veux dire, les bonnes années, je suis à peu près au SMIC, quoi. C'est les très bonnes années. Et ça a mis très longtemps à en arriver là. Donc c'est aussi une très grande précarité qui est liée à la façon dont le champ est constitué structurellement, enfin le champ de captation de valeur de l'industrie culturelle. Donc mon taf, c'est d'écrire, mais c'est aussi, j'estime que mon taf, c'est aussi de faire les interventions scolaires et tout ça, mais c'est aussi parce que tous ces aspects m'intéressent. Voilà, donc c'est aussi un choix que j'ai fait et qui n'est pas nécessairement un choix évident pour tout le monde. Et je peux très bien comprendre que tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'écrire des livres et de les écrire comme on veut. Et dans ce cas-là, l'indépendance financière est indispensable, en fait. À partir de quand vous avez assumé ce statut d'écrivain ? J'ai assumé à partir du moment où je faisais plus rien à côté, en fait.
quand on me posait la question de ce que je faisais dans la vie, je répondais toujours le métier alimentaire. Pour plusieurs raisons, parce que honnêtement, c'était ça la question que les gens posaient. En fait, quand on pose cette question, si on veut savoir qu'est-ce qui te fait vivre, on ne s'intéresse pas du tout aux passions ni aux intérêts des gens. Le deuxième point, c'est que après, ça engage des conversations que j'ai pas nécessairement envie d'avoir dans toutes circonstances, en fait. Donc, par exemple, quand je fais du covoiturage, j'ai développé un pieux mensonge pour ne pas être obligé d'en parler pendant 8 heures, parce que j'ai pas nécessairement envie, en fait. Donc, je dis que je suis bibliothécaire. je peux mentir et surtout les gens ils font « Ah » et puis ils passent à autre chose. Et je me suis retrouvé une fois avec une clown qui venait d'un truc en covoiturage et je lui ai dit « Mais ça doit être l'enfer de dire que t'es clown. » Elle dit « Oui, bien sûr. » Je dis que je suis secrétaire médical. Et tout de suite, la conversation s'arrête et tout va bien. Donc je me suis dit « C'est trop une bonne idée. » Après, j'ai aussi une piste de réponse sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ah oui? Et ben, c'est parce que c'est l'aura symbolique autour des écrivains en France est totalement délirante. Et donc, on n'a pas nécessairement envie de s'inscrire dans cette lignée-là. C'est presque le truc le plus cool qu'on peut faire en termes de travail. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est aussi exploité, je pense. C'est parce que comme on a une espèce de rémunération en cool, on peut se permettre de ne pas nous payer, qui est quand même un peu problématique. Moi, je ne pense pas qu'on soit cool. Et par contre, je pense qu'on fait un travail qui mérite salaire. Comment est-ce que vous êtes entré dans le milieu littéraire, par exemple? Est-ce que vous avez un premier envoi à un éditeur, vous vous en souvenez? Je m'en souviens absolument. Pendant assez longtemps, j'ai écrit des choses qui ne relevaient pas, à mon sens, de l'écriture littéraire. Donc j'ai développé des jeux de rôle pour lesquels j'écrivais, qui étaient beaucoup de textes. J'écrivais de la poésie, j'écrivais beaucoup de lettres. J'ai une vie épistolaire sur du papier par la poste avec des timbres absolument pléthoriques. Et du coup, j'avais toujours cette espèce de réticence à me dire je vais écrire un texte de fiction et l'envoyer à une maison d'édition. Et je sais absolument... Le premier texte que j'ai fait dans ce sens-là, c'était fin 99. Et c'était parce qu'à l'époque, il existait une maison d'édition qui s'appelait l'Oxymore, qui était une maison d'édition essentiellement fantastique, qui avait des appels à texte ouverts. Donc ils faisaient des très beaux livres, très bien distribués, bien accueillis, et ils avaient lancé un appel à texte sur les fées. Et j'ai écrit mon premier texte dans ce cadre-là, et je l'ai envoyé. Et il se trouve que ce texte-là n'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de réponse, donc je m'étais dit que c'était une pratique normale dans le milieu littéraire, que c'était pas grave, et donc je leur ai écrit l'année suivante un texte sur Venise, qu'ils ont retenu, qui a été mon tout premier texte publié. Et dans le cadre de cet échange que j'ai eu avec l'éditrice, elle m'a dit qu'elle avait jamais reçu le texte. Non seulement ça, parce qu'elle l'a publié plus tard, ce même texte, qu'elle l'avait jamais lu à l'époque, en fait, qui n'était jamais arrivé. Est-ce que vous écrivez tous les jours? J'écris à peu près tous les jours, ouais. Est-ce que vous vous forcez ou est-ce que c'est par envie, par besoin? C'est oui à toutes ces options. Oui, je me force, oui, c'est par envie et oui, c'est par besoin. Sur le besoin, il y a un super texte de Michel Foucault que j'adore, qui est un très court texte, très foucaldien, parce qu'il ne termine pas ses phrases comme moi, où il explique que c'est très mystérieux ce besoin d'écrire, en fait. C'est pourquoi est-ce qu'à un certain stade d'habitude d'écrire, on est très malheureux, en fait, si on ne le fait pas. Et ça, clairement, je ressens ça, c'est-à-dire que c'est juste impossible de ne pas le faire dans ma vie. Alors, c'est pas tous les jours, je peux passer un certain nombre de jours sans écrire, mais si je n'écris pas, en fait, ma vie est misérable, donc je le fais. Et je pense que même si c'était pas mon taf, et même si personne ne me lisait, etc., j'en suis arrivé à un stade où, de toute façon, j'ai besoin d'écrire. Mais je me suis toujours forcé parce que je crois pas qu'il y ait de bons moments, je crois pas qu'on... Moi, j'ai pas de plaisir à écrire, j'ai une nécessité, mais j'ai pas de plaisir. C'est-à-dire que j'ai un immense plaisir à avoir écrit. J'ai plein de satisfactions qui sont liées à l'écriture et je suis absolument ravi d'avoir fait ce choix de vie et ça me va parfaitement. Mais par contre, l'acte d'écrire en lui-même, c'est pas un acte agréable. Il faut évidemment se forcer, il faut pas attendre d'avoir envie. Enfin, d'autant moins si c'est là-dessus que se joue ma survie matérielle. L'acte d'écrire, c'est désagréable ou c'est neutre? En fait, c'est un effort, et c'est un effort mystérieux. C'est un effort à un endroit qui est parfaitement inaccessible, et du coup, c'est à la fois éprouvant, nerveusement, et c'est aussi... Je passe beaucoup de temps à écrire, et donc j'essaye d'être attentif à ce qui se passe quand on écrit, mais en fait, au moment où on écrit, on n'est pas là. Et donc, du coup, c'est cet aller-retour permanent entre réussir à ne pas être là, à être absent à soi-même pour que l'écriture puisse advenir, et ensuite, très rapidement, et presque dans le même mouvement, regarder ce qui est en train de se produire pour le faire correctement. Donc il y a tout un travail de contrôle en fait qui est le travail de la langue et qui est le travail du style et qui est le travail de l'expression. Mais par contre, presque simultanément, il y a un travail de lâcher prise et d'abandon de soi pour avoir ce matériau qu'on cherche à articuler. Et du coup, cette tension est quand même très très fatigante.
Mais je m'en suis rendu compte de façon très concrète quand l'an dernier, j'ai fait un assez long boulot de traduction. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la traduction, me demandait beaucoup, beaucoup moins d'efforts que l'écriture, y compris en termes de longueur, en fait. C'est-à-dire que je pouvais traduire pendant des heures, alors qu'écrire, au bout d'une 2 heures, je suis épuisé, en fait. Et précisément parce que dans la traduction, il n'y a pas ce travail d'aller au puits et d'aller chercher la matière qu'on met en forme. C'est que de la mise en forme, parce qu'on n'est pas là pour corriger ce que la personne a dit en version originale. Tout le taf de fabrication du château, il est déjà là, et tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que le château qu'on reproduit ressemble le plus possible au château original. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est vraiment éreintant en écriture, c'est la phase d'invention, en fait, c'est la phase de fabrication, parce que ça va chercher en soi à des endroits en plus où on va peu, en fait, qui est cette matière obscure qui nous anime, quoi. Vous avez déjà eu des périodes de doute énormes par rapport à l'écriture? Il y a un moment où je me suis dit que j'allais arrêter. C'était un moment où c'était un peu compliqué en termes éditorial. J'avais plus vraiment d'éditeur. Je savais plus bien comment faire. C'était un moment compliqué dans ma vie tout court. C'était assez tôt, hein, quand même. C'était, je dirais, peut-être 4-5 ans après avoir commencé à publier. Et à ce moment-là, ce qui a fait que j'ai pas arrêté, c'est que j'étais en train de faire des travaux de coécriture avec un copain et que j'ai eu l'impression que c'était important pour lui que je m'arrête pas. Donc du coup, j'ai persévéré. Et puis après, tout s'est résolu. C'est-à-dire qu'on a fait un livre ensemble avec ce camarade Jacques Moukiali, qui a été le premier d'une longue série de bouquins. Mais maintenant, c'est foutu. Non, il y a un vrai continuum entre cette activité et mon existence. Donc là, j'imagine plus arrêter du tout. Vous arrivez à travailler sur plusieurs projets à la fois? Je travaille sur vraiment beaucoup de projets à la fois. Ouais. Alors, est-ce que j'y arrive? Je sais pas. Là, je commence à être un peu submergé, mais... Comment vous y retrouvez? Je sais pas. Ça demande à la fois un travail d'organisation et d'être capable de passer d'une tâche à l'autre très rapidement dans la journée. Comme c'est ma vie, mais que j'aimerais que ça garde une part raisonnable dans mon existence, j'essaye aussi j'écris pas le week-end, j'écris pas le soir, j'écris le moins possible pendant les vacances. En fait, je suis très mal à l'aise avec la figure de l'écrivain torturé, qui, sous prétexte qu'il est torturé, torture son entourage, quoi. Donc ça, j'essaye de faire en sorte que ça déborde pas là-dessus, parce que je pense que ça n'a pas lieu d'être. Est-ce que vous savez pourquoi vous vous êtes tourné vers l'écriture de l'imaginaire? Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain de l'imaginaire ou que c'est extrapolé de dire ça? J'ai une relation un peu compliquée à ça parce que ça a beaucoup évolué au fil du temps. Moi, j'ai grandi dans une indistinction absolue de genre. C'est-à-dire que la littérature jeunesse, quand moi j'étais petit, il n'y avait pas de frontières. En fait. Ça n'a eu aucun sens dans ma formation. Après, en ado, j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Et après, j'ai commencé à en écrire parce qu'il y avait ces appels à texte ouverts, parce que c'est un endroit auquel j'étais attentif en termes de production. Mais tout en sachant que moi, j'avais une formation assez classique, que j'ai toujours lu de tout, et que ce qui, moi, m'intéresse de toute façon, au bout du compte, c'est la littérature tout court, en fait, sans faire de distinction. J'ai eu des moments un peu compliqués quand les gens m'expliquaient que ce que je faisais, de toute façon, c'est pas vraiment de la vraie SF, ce qui est vrai, hein, mais en même temps, je sais pas ce que c'est la vraie SF, et ça, c'est sans doute pas très important. J'ai rencontré sur le fil de la route toutes sortes de gens qui sont dans la même situation que moi, donc maintenant, on a suffisamment de poids symbolique aussi pour dire que, voilà, on existe, et que c'est ça qu'on fait, et que ça fait aussi partie du champ des littératures de l'imaginaire. Et après, là, beaucoup plus récemment, moi, je revendique beaucoup plus fortement le fait d'appartenir à ce groupe-là, parce que la SF est en train de devenir le nouveau truc cool chez les gens branchés. Donc, ce qui me fait un peu rigoler, parce que genre pendant 15 ans, on est des espèces de nerds qui font des trucs dans notre coin et ça sert à rien. Et puis là, d'un seul coup, c'est la meilleure chose de la Terre. C'est deux situations qui ne me vont pas, mais du coup, dans ce cadre-là, le fait qu'on soit sous les projecteurs, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de pousser un certain nombre de problématiques depuis chez nous. Enfin, on est en train enfin de retourner les énormes cailloux de l'institution littéraire, de ce que ça implique de violences, en particulier faites aux femmes. Et j'ai l'impression que par rapport à chez nous, enfin, même de racisme systémique, c'est quand même une vieille institution très craignos en France, et que du coup, le fait que l'attention soit portée sur notre sous-domaine à nous, et que dans ce sous-domaine, on soit relativement organisé, j'espère que ça peut nous permettre de réussir à faire bouger les lignes d'abord chez nous, et puis ensuite de dire, ben voilà, on a réussi à dégager notre éditeur harceleur, on essaye d'organiser des sociabilités plus safe pour tout le monde, voilà, et que ça puisse essaimer à travers les autres branches de la littérature. C'est mon petit projet secret qui n'est pas si secret que ça, mais du coup qui nécessite aussi d'assumer vraiment l'endroit où je me trouve dans le champ, quoi.
qu'il y a des écrivains qui vous ont marqué? Oh, des milliers. Est-ce que vous voulez peut-être pas en citer un millier, mais... Mais après, ça tourne. C'est un exercice vraiment compliqué parce que c'est sur des périodes d'existence. J'ai été fou de Borges, j'ai été fou de Flaubert, j'ai adoré Nabokov, mais c'est aussi des trucs que maintenant je remets beaucoup en question. Donc là, je sais pas trop. Là, je dirais en ce moment, les gens qui me retournent le cerveau. Là, j'ai lu la dernière nouvelle écrite par Stephen King. Et je trouve ça incroyable, en fait. Bon, après, voilà, il a 130 ans de carrière derrière lui et 200 000 livres, mais il a une maîtrise technique de ce qu'il fait qui est complètement dingue. Ursula Le Guin. J'ai adoré Watership Down. Il y a beaucoup... En fait, je ne cesse de m'émerveiller de ce média. J'ai aucune lassitude et je découvre sans cesse des gens dont le travail me retourne le cerveau. Donc, je ne pense pas que ce soit épuisable. Après, j'ai beaucoup moins besoin aussi d'exemples et de cadres. Là, je commence à savoir ce que je fais. Je commence aussi à voir quelles sont les limites de ce que je suis capable de faire. Et du coup, je n'ai pas non plus l'impression de chercher dans mes lectures des directions, quoi. Est-ce que vous écrivez de manière manuscrite? Alors, j'ai beaucoup écrit à la main quand je voyageais, précisément, parce que j'ai eu un mode de voyage dans le voyage où j'avais très, très, très peu d'objets avec moi, et surtout pour expérimenter la liberté. Donc, j'avais pas d'appareil photo, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de téléphone, j'avais rien que je pouvais risquer de me faire voler à part mon passeport. Et de ce fait, je suis parti avec un carnet et un stylo. J'ai écrit à la main, j'ai écrit plusieurs livres entièrement à la main. Et c'est un truc que j'ai abandonné quand je me suis rendu compte que tout le temps que ça me prenait de recopier, en fait. Il y a, sur mon très gros projet, qui est un livre autour de Hildegard de Bingen, j'ai écrit, je crois, le premier tiers à la main. Et ensuite, j'ai passé 1 mois et demi à le recopier. Et je me suis dit qu'en fait, c'était, voilà, que déjà, ce livre allait me prendre un temps énorme et que j'avais pas l'énergie à consacrer à cette tâche, qui est dans une certaine mesure une tâche de réécriture, parce qu'évidemment, quand on rapporte du manuscrit à l'ordinateur, on reformule, et donc il y a évidemment un travail sur les textes, mais ça ne se justifie pas. Si les conditions matérielles extérieures ne forcent pas à le faire, je le ferai plus. Vous ne voyez pas une différence fondamentale au moment de la création du texte, que ce soit à l'ordinateur ou sur un carnet? Non, ça a été une des grandes révélations aussi quand je me suis mis à écrire à la main. En fait, c'est que on écrit pareil. On écrit pareil à la main et à l'ordinateur, mais on écrit pareil en fait dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que on se persuade beaucoup que les conditions matérielles de production de l'écriture ont quelque chose à voir dans ce qui se passe, et je pense que c'est jamais le cas. Moi, j'ai le souvenir très net de quand j'ai arrêté de fumer, parce que je fumais en écrivant, et je me suis vraiment dit en arrêtant de fumer, mais si ça se trouve, en fait, ça va me forcer à arrêter d'écrire. Ce qui était une idée complètement, enfin, vraiment de toxicomane, mais en même temps, j'étais prêt à l'assumer, ou que ça allait changer ce que j'allais écrire. Et évidemment, ça change rien qu'on écrive au bistrot, qu'on écrive à la maison, ça change rien qu'on écrive à la main. En fait, rien ne change rien. Après, on a besoin, beaucoup de gens ont besoin des rituels parce que précisément, c'est mystérieux et incompréhensible, et que donc du coup, le fait d'avoir prise sur un certain nombre de gestes magiques permettent de faire les choses ou ne les permettent pas. Combien de temps vous pouvez passer sur une phrase, sur un mot? Moi, j'écris vachement vite, en fait. En fait, j'essaye d'avancer. C'est vraiment mon challenge à moi, c'est avancer. Donc, j'y vais. Après, je retravaille. Je sais que je m'arrête toujours bien avant la perfection. En même temps, je suis même pas sûr de savoir ce que c'est la perfection. Mais je pense que c'est pas une bonne discipline d'essayer d'être parfait. D'abord parce que personne n'a envie de dire des choses parfaites. Et ensuite parce que c'est un sacerdoce. Enfin, c'est un problème insoluble. Donc, en fonction de la forme, il faut être plus ou moins précis. Mais de toute façon, il y a une zone de flou qui va demeurer, et la zone de flou est totalement acceptable. Disons que si on fait un haïku, ou si on fait même un poème très court, là, il y a des enjeux, quoi. Il y a des enjeux sur le mot, il y a des enjeux sur la syllabe. Si on fait un roman fleuve de 800 pages, à un moment, il faut se foutre la paix, quoi. On a le droit d'avoir 3 pages mauvaises au milieu. Quelle importance vous accordez à la musicalité de la phrase? Elle est ultra importante, mais je la formalise pas. C'est-à-dire que je me dis pas, je vais faire une jolie musique dans la phrase. C'est vraiment la partie, moi, qui me marre dans le boulot d'écriture, c'est qu'une fois que j'ai remonté mon seau du puits, c'est le sortir et faire en sorte que ce soit bien, quoi. Pour moi, bien, j'ai un rapport à la fluidité. J'aime que les choses passent de l'une à l'autre, et y compris que les choses passent et puis qu'on trébuche. Enfin, je peux décider que ce soit fluide, mais j'ai ce truc-là d'essayer d'accompagner les gens dans la phrase. Et pour ça, il faut la dire, en fait, mais ça, y a pas. Mais je pense que
que tout le monde bosse comme ça, en fait. On a beaucoup parlé du gueuloir de Flaubert, mais en fait, je crois que tout le monde écrit, même si on la prononce pas à voix haute, en entendant ce qui se passe quand on l'écrit, quoi. Donc, mais j'ai besoin des pieds, j'ai besoin des sons. Mais tout le monde, en fait, c'est juste du langage, une approche attentive du langage, et c'est commun à tout le monde, même les gens qui écrivent pas. Quel serait votre conseil d'écriture à donner ? Alors, c'est un peu débile, mais c'est toujours le même, c'est écrire. Il y a une punchline de Crumley où on lui demande comment est-ce qu'il fait pour faire ses livres. Il dit « Je m'assieds sur mon cul et j'écris ». Et le journaliste lui dit « Mais c'est pas difficile ». Il dit « Si, j'ai le cul très dur ». Alors voilà, je me souviens de la difficulté qu'il y a à arriver au bout d'un premier roman. C'est super émouvant, en fait, c'est balèze. Faites-le, ce sera pas facile, mais c'est cool, quoi. Et puis après, moi je pense qu'il faut aussi beaucoup lire. Je sais pas si c'est un conseil sur l'écriture, c'est plus un conseil sur le métier d'écrire, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écrivez et que vous voulez être lu, ça nécessite d'être attentif à ce qui se passe, en fait, à savoir ce que c'est l'actualité des bouquins, où sont les éditeurs, qui publient les trucs que vous aimez. Donc ça nécessite quand même de savoir ce qui se fait, en fait. Merci Léo Henry. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les livres de Léo Henry sur son site internet, notamment son dernier roman Tessel, un roman de fantaisie pure souche paru l'année dernière aux éditions Gallimard. La semaine prochaine, nous discuterons d'un autre projet un peu spécial qui occupe Léo Henry depuis plusieurs années, une série de nouvelles qu'il envoie par mail à travers une newsletter et qui lui impose le doux rythme d'écriture d'une nouvelle par mois. Nous verrons comment il parvient à s'y retrouver entre ses différents projets, ses collaborations et comment il réussit à renouveler son écriture pour proposer des textes toujours plus immersifs à ses lecteurs. Vous pourrez également écouter la lecture de quelques extraits de ces textes, alors ne manquez pas cette deuxième partie d'entretien. Merci à tous de votre écoute, à très bientôt.